Donc je vais me présenter pour ceux qui ne m'ont pas encore vu. Je m'appelle Camille Bouc, je suis conseillère en développement territorial à la Chambre d'agriculture de Maine-et-Loire et je vais donc animer cet atelier qui s'intitule « Comment accompagner le développement des circuits courts par la demande publique ». Vous avez déjà fait une série d'ateliers, donc le fonctionnement va être à peu près le même, c'est-à-dire que sur le principe, on va s'appuyer sur une expérience, une initiative d'un de nos territoires locataires qui va être présentée par Pascal Charles du PNR du Haut-Languedoc. On va également s'appuyer sur l'apport un peu plus théorique, on va dire, que pourra faire Séverine Saleil, qui est maître de conférence à l'université de Saint-Étienne et qui a aussi notamment participé au programme de recherche Liproco, pour ceux qui connaissent. Et puis on a également Éric Altero, qui est chef de service à la Chambre d'agriculture du Var et qui va être notre rapporteur et dont le rôle sera donc de faire une synthèse de nos débats pour alimenter le guide méthodologique qui est en cours de rédaction pour capitaliser nos expériences dans locataires. Et donc du coup, ce qui nous occupe à partir de maintenant, c'est plus précisément le lien entre la demande publique sur un territoire et le développement des circuits courts. Alors je pense que c'est un thème qui est assez complexe quand même. Je voulais déjà vous donner quelques points clés qui peuvent nous aider à cadrer un petit peu cette problématique-là. Juste aussi en introduction, mais je vais faire court, je voulais vous dire que moi, mon rôle, en fait, j'ai été choisie notamment pour animer cet atelier, également parce que j'interviens vis-à-vis de la restauration collective sur mon territoire, puisqu'en Maine-et-Loire, on mène des actions environ depuis l'année 2009 sur ce thème-là, et que grosso modo, mes missions s'articulent à la fois sur de l'accompagnement de l'offre et sur de l'accompagnement de la demande, ce dont on parle beaucoup dans nos ateliers cet après-midi. Donc éventuellement, je pourrais aussi apporter un peu de mes expériences dans le débat qu'on aura au cours de cet atelier. Mais donc pour continuer un peu plus sur les enjeux qu'il y a autour de cette question de demande publique et de développement des circuits courts, pour introduire un petit peu tout ça, je voulais vous rappeler que déjà, comment est-ce que la demande publique peut accompagner les circuits courts ? Peut-être tout simplement déjà en orientant finalement les commandes qu'il y a pour tous les repas dont les collectivités ont la gestion, qui sont donc principalement des repas de restauration scolaire ou d'autres types de restauration collective, mais donc gérés par des collectivités publiques. Et également, mais en moindre mesure, pour toute commande de produits qu'une collectivité peut avoir à faire, qui peuvent être des commandes pour des vins d'honneur, tout type de présentation de produits qui seront aussi en cohérence avec leur politique justement de soutien de l'agriculture locale et des produits locaux. Mais bon, globalement, ce qui va nous intéresser, c'est quand même plutôt les commandes publiques autour de la restauration collective et principalement, généralement scolaire. Et du coup, pour vous redonner un petit chiffre, mais je crois qu'il était cité dans le programme, c'est quand même 8 millions de repas qui sont servis chaque année dans les collectivités. Donc on voit un petit peu l'enjeu qu'il peut y avoir derrière ces commandes publiques chaque année. Après, du coup, la question qu'il y a peut-être derrière une orientation de la demande publique vers les circuits courts, c'est peut-être aussi la question de l'impact et de la mesure de l'impact que pourrait avoir cette commande publique. C'est-à-dire, est-ce qu'on peut calculer selon le nombre de repas qui seront faits à partir de produits locaux, derrière, après, quel volume on pourra faire pour approvisionner, quel nombre de producteurs pourront être impliqués. Donc il y a toutes ces questions d'impact qui peuvent après servir à donner une légitimité à ces politiques impulsées par nos élus sur nos territoires. Donc ça, c'était juste pour vous donner une piste de ce côté-là. On a aussi derrière, du coup, toutes les questions d'articulation territoriale dont on a un peu parlé ce matin et peut-être dans d'autres ateliers, pour savoir à quel niveau il faut arriver éventuellement à coordonner la demande publique pour que celle-ci ait réellement un impact après sur son territoire. Donc jusqu'où on peut aller, à quel niveau il faut agir pour que ça ait réellement un impact sur le développement des circuits courts et sur leur cohérence sur un territoire. Et puis du coup derrière, après, c'est concrètement comment on fait, comment on peut accompagner les collectivités et comment les collectivités peuvent orienter leurs demandes pour développer nos circuits courts. Donc je ne vais pas aller plus loin, je vais transmettre le micro à Pascal et puis on va commencer tout de suite par la présentation de l'expérience.
Donc bonjour à tous, je suis Pascal Charles, je suis chargé de mission valorisation des produits au Parc naturel régional du Haut-Languedoc, valorisation des produits et marque parc. On va vous présenter un petit peu l'expérience que l'on a eue nous sur le Parc naturel régional du Haut-Languedoc depuis 2008. Donc rappeler un peu des éléments de contexte du projet. Donc à partir de 2008, le parc a travaillé sur plusieurs études, des diagnostics qui avaient été faits en amont sur la question de la structuration d'une plateforme de regroupement des produits locaux, qui au début n'était pas forcément destinée pour la restauration collective, mais qui finalement s'est orientée sur ce créneau-là, sur ce marché, parce qu'on avait a priori la taille de territoire qui était la plus pertinente pour attaquer la restauration collective. Alors un petit rappel, le parc naturel régional du Haut-Languedoc se situe dans le sud de la France, au-dessus de Béziers, et concerne 2 régions et 2 départements que sont le Tarn et l'Hérault. Cette particularité est importante à souligner puisqu'on a d'un côté un climat océanique et d'un côté un climat méditerranéen qui nous permet en fait d'avoir tout type de production pour une alimentation complète de l'entrée jusqu'au fromage au dessert. Donc on a aussi bien des produits laitiers que des produits maraîchers. On a donc en 2008 créé un comité de pilotage qui nous a permis de mettre en place une étude de faisabilité de cette plateforme. Donc une étude qui a été assez floue sur ses résultats. On attendait des scénarios assez précis pour savoir comment monter cette plateforme. En fait, elle n'a rien donné du tout parce qu'en 2008, on était déjà aussi au milieu des précurseurs. Il y avait déjà les bio qui avaient attaqué sur ces questions de plateforme, mais on avait assez peu de références en la matière. Et on a un comité de pilotage qui a eu l'intelligence, à la fin de l'étude, de nous faire passer en mode essai-erreur. C'est-à-dire, plutôt que de continuer à faire des études un peu pointues, aller plus loin dans la recherche de l'offre, de la demande, de passer sur des échanges commerciaux en direct et de voir comment ça pouvait répondre et comment ça pouvait se mettre en place en essayant d'apprendre un petit peu des problèmes qu'on pouvait rencontrer pendant ces échanges commerciaux. Donc en 2009, on a une personne qui est venue nous faire de la mise en relation directe demande et offre avec constitution de catalogues, etc., de produits qu'on proposait à la demande. Et on a la Chambre d'agriculture du Tarn qui nous a aidé à mobiliser donc les producteurs pour constituer cette offre. Sauf que on s'est tout de suite aperçu que le champ d'investigation par rapport à ces plateformes et par rapport à la restauration collective était très très vaste parce qu'il y avait de nombreuses questions, que ce soit sur l'aspect juridique, l'aspect nutritionnel. On s'est entouré de beaucoup de compétences au niveau du comité de pilotage pour essayer de faire avancer les choses. Et on s'est vu que la structure commerciale ne suffisait pas en tant que telle. C'est pas parce que on avait une plateforme expérimentale qu'on arrivait à faire en sorte que les choses avancent et que l'approvisionnement des produits locaux soit facilité dans la restauration collective. Donc le parc a continué à mener un accompagnement assez fort de la structuration de cette plateforme. Alors un accompagnement justement, j'ai détaillé un petit peu puisque aujourd'hui on a un objet un peu précis sur l'atelier. Donc on a un accompagnement sur l'offre, donc comme je mets qui n'est pas l'objet de cet atelier. On a un accompagnement sur l'interface entre l'offre, la demande et les partenaires que sont les parents d'élèves ou d'autres personnes impliquées dans l'alimentation du territoire, donc qu'on appelle la gouvernance alimentaire. Et enfin donc l'objet de l'atelier c'est l'accompagnement de la demande des collectivités. Il faut savoir que cette demande des collectivités, si elles nous ont suivis depuis le début de manière assez forte en soutien financier pour créer cette plateforme, on s'est rendu compte assez vite que les commandes par contre de la demande publique, elles étaient beaucoup plus frileuses. Donc c'est pour ça qu'on a voulu aussi axer un petit peu, on s'est posé les questions pourquoi ça ne fonctionnait pas au niveau de cette demande publique. Je vais le faire en 2 temps. Je vais faire d'une part les freins à l'approvisionnement donc par rapport à la demande publique. Je vais faire un petit peu les enseignements généraux qu'on a pu en retirer nous sur le parc naturel régional du Haut-Languedoc et je ferai après les leviers. Je vais faire intervenir Maël Cabé ici présent aujourd'hui qui a travaillé avec moi sur cette thématique l'année dernière en tant que stagiaire, qui est aujourd'hui chargé de mission au parc du Morvan, donc qui a réussi à intégrer notre réseau et j'en félicite, et qui pourra vous expliquer peut-être un peu plus dans les détails techniques. On a un tableau, vous verrez, et illustré par rapport à ce qu'on a pu mettre en place par rapport à ces demandes publiques. Alors, il y a 2 choses importantes. Bien souvent, quand on parle de freins, on entend souvent les mêmes rengaines. C'est oui, les appels d'offres, oui, c'est compliqué, oui, j'ai pas de légumerie, etc. En fait, on se rend compte que d'abord, avant tout, vous avez des freins motivationnels, c'est-à-dire pourquoi les gens ne s'engagent pas. Donc, dans les freins motivationnels, on peut en repérer certains. C'est peut-être que les gens ne sont pas du tout persuadés du bien fondé de la démarche en circuit court, que ça ne les intéresse pas. Bon, ces gens-là sont assez rares puisqu'on est quand même sur une question de bon sens. Produire local et consommer local, ça parle à tout le monde. Ils sont assez rares, mais ils peuvent exister.
On a un autre frein motivationnel important qui est en fait un changement d'habitude de la demande publique et de tous ceux qui vont être concernés par rapport à cet approvisionnement. Pour eux, c'est une prise de risque et c'est aussi une remise en cause de leurs propres pratiques. Comme on disait ce matin, on touche à de l'humain et c'est pas toujours facile de pouvoir faire avaler ça. Quand on va les voir, on ne peut pas se positionner en tant qu'agent de développement et en tant que donneur de leçons par rapport à ça, puisque les gens sont inscrits dans une certaine habitude de préparation des repas et d'approvisionnement. Et enfin, un troisième point qui est très très important, je pense, pour tous les agents de développement, c'est que la restauration collective est un service qui ronronne. Dans le sens où quand vous avez un service public à gérer, que ce soit un maire ou un DGS ou n'importe qui, que vous avez une collectivité, des problèmes, vous en avez des centaines et des milliers tous les jours, sur lesquels il faut réagir vite. La restauration collective, c'est quand même quelque chose qui fonctionne, même si c'est pas quelque chose d'optimal. C'est un service généralement soit en délégation en DSP, en délégation de service public ou même avec une cuisine autonome. Généralement c'est inscrit dans une certaine habitude et il n'y a pas de vrais soucis et donc il n'y a pas de vraie urgence à intervenir sur ce service-là. Alors ça c'est important parce qu'on verra après sur la mobilisation des gens, ça va avoir un impact assez important sur comment aller chercher les personnes motivées. Donc ça c'était pour la partie frein motivationnel. Après donc il y a la partie frein opérationnel, ceux qu'on entend le plus souvent. Alors c'est pour ça que je vous ai mis en phrase d'introduction, je vous ai mis que leur évocation cache souvent des freins motivationnels. Quand on vous dit on peut pas, les appels d'offres c'est trop compliqué. C'est que généralement la personne n'est pas du tout motivée déjà pour commencer à se poser la question de l'approvisionnement en produits locaux de sa restauration collective. Mais il est vrai après que ces freins sont les plus souvent cités et qu'ils existent. Donc on a plusieurs catégories, on a des freins qui sont juridiques. Donc la sécurité juridique c'est important pour tous ceux qui travaillent dans la demande publique. Donc il y a bien évidemment l'adaptation des appels d'offres. Alors je ne vais pas faire une effusion là-dessus, tout le monde connaît un petit peu les différentes ficelles qu'il peut y avoir. Maël peut-être reviendra dessus tout à l'heure. Il y a l'impact économique de l'approvisionnement en produits locaux, puisque trop souvent on entend dire que le fait de travailler en circuit court, normalement les denrées devraient être moins chères, ce qui est complètement faux, puisqu'aujourd'hui on est dans un système tellement intégré d'agro-industrie que les prix proposés sont tellement faibles que jamais un producteur de chez nous, avec ses charges, avec ses manières de travailler, et encore plus dans les parcs avec l'agriculture extensive qui produit, ne pourra s'aligner sur un produit de l'agro-industrie. Ça je crois qu'il faut vraiment se l'enlever de la tête. On n'arrivera jamais à concurrencer, à être compétitif des entreprises comme Brec et Sodexo. Et enfin, il y a un autre frein opérationnel qui est l'environnement technique. Donc que ce soit la formation des cuisiniers, que ce soit l'intégration de produits bruts plutôt que des produits de 5e gamme, ceux qui sont tout emballés et qui sont prêts à cuire. Le fait d'avoir effectivement, comme on le disait tout à l'heure, une légumerie, les compétences aussi et le temps nécessaire que demande la transformation des produits locaux en restauration collective, tout ça est à intégrer et à faire comprendre aux cuisiniers et à toute son équipe qui va travailler à la préparation des repas. Là, on a un tableau donc, que je vais faire un peu commenter par Maël, mais qui est aussi important, c'est que je l'ai mis en haut, une difficulté supplémentaire, c'est la chaîne de compétences et de décision dans la restauration collective. Vous n'avez pas un seul interlocuteur qui va venir vous commander des produits locaux, vous en avez au minimum 3, voire 4, sauf que le 4e, bien souvent, il est des fois un peu oublié. Mais vous avez une chaîne de décision qui est quand même assez lourde, et en fait, elle va influer sur la manière dont vous allez pouvoir travailler avec elle. C'est-à-dire que vous avez l'élu en haut qui décide, vous avez le gestionnaire, lui, qui va gérer, donc qui va, lui, s'occuper de tout ce qui est appel d'offres, facturation et paiement. Vous avez le cuisinier qui, lui, son simple rôle, c'est de cuisiner et c'est déjà assez lourd. Et après, vous avez les élèves ou les maisons de retraite, puisque après, nous, on est aussi concernés par les maisons de retraite, qui vont constituer le pôle des consommateurs. J'ai fait une colonne sur la gauche, qui est en fait la raison, justement, pour laquelle ils ne pourraient ne rien faire. C'est-à-dire que ces gens-là peuvent très bien ne pas être motivés parce que justement l'élu, pour lui aujourd'hui, comme je disais, la cantine est un service qui ronronne. Donc le repas est pas cher. L'élu, il a la tranquillité avec les parents d'élèves parce que ça revient à 3 €, tout le monde est content, il a une adéquation, une péréquation du tarif au niveau social, donc tout fonctionne. Donc effectivement, bouger ça pour lui, c'est un peu compliqué. Et après, il faut voir aussi que l'obligation du service de la cantine, il y a simplement 2 choses. C'est que l'équilibre nutritionnel soit respecté et que les enfants aient à manger dans l'assiette. La qualité, finalement, dans le service public, elle n'existe pas. Par rapport à la cantine, hein. La qualité, c'est juste une valeur nutritionnelle. Donc pour lui, effectivement, au niveau de l'élu, toutes ses obligations en termes de service public sont rendues. Donc il n'a pas forcément intérêt à intervenir dessus. Pour les gestionnaires,
Alors, très souvent, on le voit, ça. On a beaucoup de collectivités qui fonctionnent en gré à gré, et c'est la majorité des cas, je pense même chez vous, et qui vont faire un appel d'offres sur une toute petite partie de leurs besoins, ou qui vont faire un appel d'offres pour 50% de leurs besoins, et après, ils vont passer en gré à gré. Mais le gestionnaire, il a la rédaction des marchés publics. Et généralement, c'est un copier-coller qui est fait d'année en année. C'est une manière simple, hein, on est tous dans les habitudes, on reprend des outils qui existent déjà, on les refait, et au moins c'est fait, on n'a pas à y revenir dessus. Et pour lui c'est pareil aussi, au moins il a de fournisseurs à gérer, au moins il a de travail. Donc c'est assez important à prendre en considération parce que le gestionnaire est quand même un maillon qui est important dans la chaîne de décision, parce qu'il va influer aussi bien sur l'élu que sur le cuisinier. Difficulté supplémentaire pour les collèges ou pour les lycées, c'est que généralement le gestionnaire est fonction publique d'État et il n'est pas fonction publique territoriale, alors que l'élu et le cuisinier dépendent de la fonction publique territoriale, donc ça ajoute encore un peu de complexité. Généralement ils s'entendent bien puisque les deniers publics qui descendent sont quand même ceux de la collectivité territoriale. Et en fait, donc le cuisinier qui est là pour préparer le repas, c'est pareil, il faut se méfier à ne pas dévaloriser ce qu'il fait aujourd'hui. Donc on ne va pas lui apprendre son métier. Et il a aussi une certaine habitude et un certain roulement dans ce qu'il va faire au niveau de la proposition de ses menus. Et c'est quelque chose qui peut très bien être répété d'année en année avec les mêmes produits. Pour lui, ça va être une facilité. Il a déjà la confection des repas à faire. Si en plus, il doit tout remettre en cause, son approvisionnement, c'est un peu long pour lui. Et enfin pour le convive, bien sûr, l'importance notamment pour les parents d'élèves, c'est que le prix du repas reste faible. Donc je laisse la parole à Maëlle pour un peu vous montrer les attentes après qu'il pourrait avoir vis-à-vis des circuits courts et quels sont les leviers qui peuvent être activés par rapport à cette demande publique, sachant que là c'est des exemples, hein, ils n'y sont pas tous, et il y a certains sur lesquels on a pu travailler. Oui, donc moi la commande qui m'avait été faite par le parc du Haut-Languedoc quand j'étais en stage, donc c'était l'année dernière, en 2011, c'était simplement de travailler sur les freins à l'approvisionnement en produits locaux, donc tout à fait dans la suite du montage de Régaldoc, et de voir quels leviers on pouvait trouver donc par rapport à l'expérience d'autres territoires ou alors qui pouvaient sortir de ma petite tête. Ou de la tête de Pascal d'ailleurs. Voilà, donc sur je vais parler des leviers sur la maîtrise des coûts. Donc l'évaluation, bon, on verra ça peut-être plutôt à la fin, mais sur la maîtrise des coûts, la simulation budgétaire, elle est hyper importante parce qu'on parle souvent du surcoût des produits locaux. Donc je sais pas si vous avez déjà travaillé là-dessus ou pas, mais il est important de tout de suite distinguer ce qui relève du coût matière dans un repas et le coût total du repas, parce qu'on s'est rendu compte, nous regardons un petit peu comment ça se passait dans le parc du Haut-Languedoc, qu'on a un coût dans le coût d'un repas total qui pouvait être par exemple de 6 € en collège, on avait en fait qu'un 1,80 € de coût matière. Et donc quand on parle après d'intégration de produits locaux, on passe effectivement de 1,70 € pour un repas à 2 € par exemple, ce qui est une augmentation significative, voire à 2,50 €, mais répercuté sur le prix total du repas, donc passer de 6 € à 7 €, on n'est plus à 40% d'augmentation de coût matière, mais on n'est plus qu'à 10%. Et si après on décide de faire un repas local par semaine par exemple, et de lisser ça sur l'ensemble de l'année, parce que si on fait un repas local par semaine, ce qui est déjà énorme, on en a quand même 3 autres qui sont pas locaux, et on passait d'un coût moyen du repas sur l'année de 6,70 € par exemple à 6,80 €. Donc on disait après aux élus, effectivement l'achat de matières premières au tout départ il est bien plus cher, mais sur l'année c'est quelque chose ça fait finalement une augmentation de quelques pourcents sur le budget de la collectivité. Donc déjà on relativise le coût. Ensuite on dit bon ok, il y a un surcoût, après le coût de l'alimentation il faut aussi peut-être aussi le reconsidérer comme disait Pascal, et après il y a aussi des leviers que plein de collectivités ont trouvé pour diminuer le surcoût, c'est-à-dire travailler par exemple déjà, j'ai noté quelques-uns, travailler sur la réduction des grammages. On a des cuisiniers des fois qui ont tendance à en mettre un petit peu trop dans les assiettes, donc voir comment on peut réduire ça, s'appuyer sur les plans alimentaires pour mettre un petit peu moins de viande, parce qu'on a le droit de faire des repas, on a le droit à 4 repas hors viande par tous les 20 repas successifs. On a aussi évidemment respecté la saisonnalité pour avoir des repas pour avoir des matières premières un petit peu moins chères. Si on achète des tomates en été, elles seront moins chères qu'en hiver, mais ça vous le savez tous, localement bien sûr. Enfin, on n'y arrivera pas localement puisqu'elle ne pousse pas en hiver de toute façon. Et au niveau du gaspillage, on a remarqué, il y avait des études qui avaient été menées, donc là c'était des établissements de recherche qui avaient fait ça. On a été assez impressionnés sur les collèges du Tarn et de l'Hérault. Il était évalué, il faudrait juste que je reprenne les chiffres, qu'il se jetait tous les jours
6,4 tonnes de denrées alimentaires quotidiennement dans les collèges, qui représentaient à peu près 15 000 € par jour. Et c'était assez pour préparer des repas à 8 500 collégiens tous les jours de l'année, sur tout le département de l'Hérault. Donc on s'est dit, bon, ok, les circuits courts c'était un tout petit peu plus cher, les produits locaux, pardon, mais si on peut essayer de travailler un petit peu sur la réduction du gaspillage en amont, ça peut apporter, voilà, ça peut permettre de réduire ces petits surcoûts. Ensuite, bon, après on s'est rendu compte aussi que l'évaluation, l'animation qui peut être faite, c'est très important de valoriser les expérimentations qui sont faites, parce que le parc de Languedoc, comme Pascal l'a très bien dit, est parti sur de l'expérimentation, de l'essai, et après on réajuste. Et ils ont fait des essais, on a fait des essais, et il y a des cuisiniers qui se sont lancés, qui ont fait des repas locaux, et le fait d'avoir des petits articles dans la presse locale, ça c'est des gros leviers. On s'en rend peut-être pas compte des fois quand on est animateur ou agent de développement, mais c'est vraiment des leviers importants. On a fait ce guide là, et il y a un cuisinier qui a retrouvé des photos des repas qu'il avait fait. Il a dit, ah, ça c'est moi, je me rappelle, j'avais fait ça. Ça c'est extrêmement important, ça les encourage à pérenniser la démarche. Voilà. Sur les rédactions des marchés publics, donc une démarche simple et efficace, bon, il y a des possibilités qui sont intégrées. Moi, dans le guide là qu'on avait fait, j'ai répertorié par article sur les marchés publics ce qui peut être fait au niveau de chaque article. Il y a déjà plein de possibilités. Avant de dire que c'est pas possible ou de sortir, de faire des choses vraiment trop borderline au niveau de la législation, il y a plein de choses qui sont possibles, ne serait-ce qu'à l'outil de marché déjà en amont. Mais à l'outil de marché, ça demande un vrai travail et une implication forte de la collectivité, voilà, qui va faire la demande. Et aussi une très bonne connaissance des productions locales qu'il y a sur le territoire. Parce qu'il faut allotir en fonction, c'est là un petit peu qu'il peut y avoir distorsion de concurrence à la limite, mais il faut allotir en fonction des produits qu'on a sur le territoire et mettre des critères très précis dans la sélection, des critères très précis des produits qu'on veut, pour après avoir une sélection beaucoup plus simplifiée et pour permettre à des producteurs de se positionner sur les marchés publics. Je prends l'exemple du pain, par exemple, pour parler très concrètement. Si vous voulez avoir du pain local, qui est souvent fait par des boulangers du coin qui ont tendance à faire du pain complet, donc avec des farines complètes. Par exemple, si vous connaissez les moutures de la T80, vous demandez du pain en T80, il y aura très peu de gens qui seront capables de se positionner en conventionnel sur du pain T80. Pour peu que vous le demandez bio, alors là, voilà, il y aura que des boulangers locaux qui pourront le faire. Et là, vous n'avez pas besoin de faire distorsion de concurrence, vous avez juste une demande qui dit on veut du pain T80 bio, voilà, complet. Et vous aurez des producteurs locaux s'il y en a dans le coin, bien sûr. Ouais, et enfin, un point aussi qui est important, c'est l'évaluation. C'est pour donner un peu un état des lieux à l'élu de ce qui a été fait et de comment ça a réagi pour voir si lui, effectivement, a eu un rôle par sa décision sur l'amélioration du service. Et bien évidemment, l'élu aussi est très sensible, effectivement, aux articles de presse. Ça permet quand même d'aider fortement à ce qu'ils se mettent dans une démarche d'approvisionnement des produits locaux. Mais ça, je l'apprends à personne, je pense. Alors, pour les leviers de l'accompagnement, donc il y a plusieurs types de leviers. Donc, on a vu des exemples assez précis de ce qu'on a pu mettre en place. Mais il y a des leviers qui vont être directs. Donc le premier, comme on disait, sur les freins motivationnels, c'est d'abord de les anticiper. Et anticiper ces freins motivationnels, c'est pas d'arriver en se disant on va vous fournir la cantine 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 en produits locaux. Il faut absolument se positionner dans une démarche progressive. Déjà d'une part parce qu'il faut que votre offre arrive à suivre la demande de la restauration collective, et d'autre part se fixer des paliers à sauter avec la demande publique, c'est-à-dire intégrer, comme disait Maël tout à l'heure, un repas par semaine et avancer au fur et à mesure. Alors quand on parle d'un repas par semaine, c'est fictif parce que vous pouvez très bien justement intégrer des composantes, ce qui est plus souvent le cas. Vous allez avoir un produit qui va rentrer sur un repas, le lendemain un autre produit local qui va rentrer sur un repas. Il faut aussi s'entendre, donc avec toute la chaîne de décision qu'on a vue, il vaut mieux avoir les 3 personnes ensemble et s'entendre sur des objectifs opérationnels d'intégration, c'est-à-dire cette année on se fixe 20% et que ces 3 personnes-là soient présentes et qu'elles s'entendent le dire. Qu'elles sont d'accord, parce qu'après vous allez vous retrouver, vous allez aller voir le cuisinier qui va peut-être se défausser sur le gestionnaire, oui mais moi mon gestionnaire veut pas, ou l'élu qui va dire oui mais là il faut voir avec le gestionnaire. Donc c'est important de pouvoir avoir ce lieu où on arrive à réunir les 3 personnes et les accompagner en même temps. Ensuite, un autre levier direct, c'est d'apporter des solutions et pas de questions, dans le sens où, comme je vous disais, c'est un service qui ronronne. Il y a une attente, à moins que vous tombiez sur des cuisiniers qui soient très très motivés, des gestionnaires très très motivés. Il y a quand même il y a une attente de la part de ces gens-là qu'on leur apporte des choses qui soient simples, efficaces
et qu'on leur propose que ce soit fait. La difficulté, c'est de les positionner dans une démarche ascendante pour essayer de lever les freins avec vous. Ça reste assez compliqué. Il y a plein de collectivités qui ont réussi à le faire avec des cuisiniers, on pense à l'Oslo Saunier, etc., qui ont été des personnes moteurs. Ça, c'est pas du tout le cas général. Et quand vous allez travailler sur la restauration collective, vu que vous allez devoir toucher tout le monde, il y a des gens qui vont vraiment attendre des solutions concrètes et qui vont pas vouloir participer avec vous sur des actions trop lourdes qui vont leur demander du temps, quoi. Et donc bien sûr accompagner les démarches sur les frais opérationnels, donc techniques, juridiques et économiques. Ça, il faut arriver à s'entourer de compétences si on les a pas en interne, mais c'est assez important parce que ça permet de sécuriser aussi les choses et d'avoir quelque chose qui soit assez cadré, et au moins sur une année on a une visibilité de ce que l'on va faire et de ce que l'on attend à la fin de l'année pour savoir si on reconduit. Donc notamment le guide là qu'a pu faire Maël l'année dernière. Et alors les leviers indirects, on parlait justement de cet accompagnement qui peut être un peu lourd. Il y a, à mon avis, on a l'habitude de faire ça dans les parcs naturels régionaux, c'est de se mettre plutôt dans une démarche d'essaimage et d'exemplarité. C'est-à-dire d'avoir une ou deux collectivités phares que vous allez accompagner, qui va vous suivre et sur laquelle elle va dégager un peu de temps pour faire les choses en bonne et due forme. Et ensuite, cette collectivité va vous servir à aller parler aux autres. Et généralement, en plus, ce système-là fonctionne bien, puisque un cuisinier qui parle à un autre cuisinier, il a toujours une écoute plus attentive que si c'est vous en tant qu'agent de développement qui allez lui faire la leçon. Donc ça marche assez bien. La difficulté, c'est vraiment effectivement de trouver cette collectivité un peu forte qui va bien vous suivre pour pouvoir après faire de l'essaimage. Donc un point important aussi, c'est d'intégrer cette demande publique de manière un peu plus générale à la réflexion. Alors on a eu un peu le débat à l'atelier avant, mais effectivement il faut que cette demande publique elle soit aussi intégrée aux réflexions qu'il peut y avoir avec l'offre, et aussi qu'elle soit intégrée sur une réflexion un peu bilatérale, offre-demande, comment chacune des parties arrive un peu à s'adapter aux contraintes des autres. Nous on a trouvé la solution qui aujourd'hui n'est peut-être pas idéale, mais on a des visites où on va visiter une cuisine centrale avec des producteurs. Ça leur permet de voir la contrainte de la cuisine centrale, et de l'autre côté on invite après les cuisiniers à visiter une exploitation bovine, ce qui est le cas demain où on a des cuisiniers qui viennent, et en même temps on en profite pour inviter des collectivités, des élus, des parents d'élèves, pour que ça fasse aussi un peu gamberger tout le monde, parce que les parents d'élèves généralement sont assez loin de la réalité aussi sur les coûts. Ils savent ce qu'ils payent en tant que repas, mais quand on leur dit qu'effectivement la cuisine centrale ils mettent 80 centimes de denrées matières pour produire tout le repas de leurs enfants, les parents sont assez outrés, mais bon, aujourd'hui voilà, c'est la réalité. Et alors quelque chose d'important aussi, alors ça c'est plus pour tous les agents de développement qui sont directement dans des structures publiques comme dans les parcs. Vous avez des élus. Ces élus, ils sont toujours responsables, pas simplement du parc, parce qu'ils ont plusieurs casquettes dans nos territoires. Donc bien souvent, ils sont conseillers généraux, ils sont conseillers régionaux, ils sont maires, et eux sont des très très bons leviers justement de la commande. Quand on commence ces projets-là, ils ont aussi les doigts sur le stylo pour passer une commande à partir de la maison de retraite qu'ils vont gérer ou de l'école primaire qu'ils vont gérer. Donc ça permet aussi d'avoir des leviers quand même assez simples et assez directs. Et c'est pareil avec leur rôle de conseillers généraux, ils vont pouvoir aussi impliquer l'ensemble des services du conseil général pour les collèges, ou pareil pour les conseillers régionaux. Certains siègent aussi dans les conseils d'administration, ce qui est le cas pour les conseillers régionaux, dans les conseils d'administration des lycées. Ils ont des mots à dire là-dedans. Donc c'est important de pouvoir aussi faire parler un peu cette voix de l'élu comme une vraie volonté, et qu'elle puisse s'exprimer au niveau des gens qui vont après être en mesure de s'approvisionner en produits locaux. Voilà, enfin pour conclure, donc on a un contexte qui est effectivement très favorable aujourd'hui. Tout le monde parle de cette intégration des produits locaux dans la restauration collective. On a de nombreuses expériences aujourd'hui au niveau national, ce qui n'était pas trop le cas quand on avait démarré. Donc des références, vous en trouverez toujours, même si elles sont pas extrapolables comme on le souhaiterait. Mais en tout cas, il y a toujours au moins des choses que l'on peut trouver. Il y a des dispositifs financiers qui sont incitatifs. Notamment des aides au repas sur des lycées qui vont se servir en produits bio ou sous signe officiel de qualité. Des soutiens financiers, je pense qu'il y en aura aussi pour les agents de développement ou pour les différentes initiatives qui pourront se mettre en place. Le seul problème, c'est la pérennité dans le temps. Parce que comme on l'a dit, ça demande une animation qui est quand même considérable. Cette animation, elle n'est pas forcément financée. Ou on va vous financer des investissements, mais l'animation, c'est toujours un peu plus compliqué de faire financer des postes. Alors qu'on se rend compte que quand même, c'est le nerf de la guerre de pouvoir faire se rencontrer les deux mondes. Et donc voilà, c'est un peu la question que je vous laissais en suspens. Est-ce qu'on est aussi sur un effet de mode? Est-ce qu'on est sur, comme on dit, du greenwashing? Ou est-ce qu'on est sur un mouvement de fond? Alors on espère tous qu'on est sur un mouvement de fond, mais effectivement, il suffit que la conjoncture change un petit peu, et en ce moment, on voit bien comment l'actualité traite toutes les questions économiques pour que tout ça soit remis en cause, puisque comme je vous le disais, malheureusement, la restauration collective est un service qui ronronne.
Merci. Et je vous conseille la lecture du guide qui donne beaucoup de précisions sur tous ces leviers et ces possibilités d'agir. Et du coup, je vais passer la parole à Séverine Saleil. Déjà pour voir si elle a un avis ou des éléments à nous donner peut-être sur cette question justement de mouvement de fond, peut-être sur les territoires ou de ce qu'on peut observer vis-à-vis des circuits courts peut-être plus généralement. Et aussi peut-être plus précisément, parce qu'on parlait de gouvernance territoriale ou d'élever un petit peu la réflexion au niveau de la cohérence territoriale du développement des circuits courts. Est-ce que sur l'échelle territoriale aussi, il y a des choses à dire du côté de la recherche? Voilà, donc bonjour à tous. Je vais essayer d'être rapide parce que je pense que le temps est un peu passé. Donc effectivement au niveau des questions d'échelle territoriale, donc il y a quelques travaux qui ont été menés. C'est une question qui revient en tout cas, je pense très souvent dans l'esprit des acteurs sur finalement un approvisionnement local. Mais qu'est-ce qu'on entend par local et quelle est l'échelle territoriale d'action pertinente? Bon, bien entendu, je vous apprendrai hélas rien en vous indiquant qu'il n'y a pas une échelle unique qui existe et qui a été trouvée. En fait, on constate qu'il y a différents facteurs, disons, qui influencent sur l'échelle territoriale d'action qui est retenue. Il y a bien entendu l'échelle des politiques institutionnelles qui vont insuffler cet approvisionnement local-là. Donc, selon qu'on se retrouve sur une échelle régionale ou départementale ou sur une échelle plus d'une agglo ou d'un parc naturel régional, on va avoir une échelle d'impulsion déjà de la démarche qui va être différente. Ensuite, ça a été évoqué déjà tout à l'heure dans l'atelier 2, mais en plus, il y a bien sûr une trajectoire aussi à la démarche d'approvisionnement qui existe. Donc, on peut passer par une structuration à une échelle assez réduite qui va progressivement s'élargir en faisant appel à des structures, par exemple, de transformation qui peuvent être présentes sur des territoires voisins ou à des productions qui sont présentes sur des territoires voisins pour approvisionner, si on est sur une zone particulièrement dense en termes de demande, ou le contraire, c'est-à-dire qu'une zone peut-être plus dense en termes de production va aller sur des territoires voisins pour approvisionner des restaurants qui sont présents sur des territoires voisins. Donc on a effectivement ces effets d'emboîtement d'échelle, de juxtaposition qui existent, notamment au fur et à mesure qu'une démarche se développe, avec notamment le cas de plateformes d'approvisionnement qui ont été lancées à des échelles soit locales, soit départementales, qui progressivement se développent pour approvisionner également des départements voisins. Donc c'était simplement une réflexion complémentaire pour alerter sur quand même cette nécessité de penser les complémentarités qu'il peut y avoir entre des échelles d'action qui peuvent effectivement, certaines échelles d'action peuvent être plus adaptées à une coordination peut-être de la demande, d'autres à une coordination de l'offre, et également penser des complémentarités au niveau notamment de structures intermédiaires, type structures de transformation comme des légumeries ou autres, qui peuvent être mutualisées entre plusieurs territoires. Donc voilà, j'ai fait bref.